Bonjour à tous, bienvenue dans cette 35e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler du flow qui est en 46e position par la capitalisation. Vous voyez que celle-ci est de un peu moins de 800 millions de dollars. Les volumes c'est autour de 14 millions, donc c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Mais on commence à avoir l'habitude de ce genre de volume a priori. Le cours actuel est d'approximativement 0,76 dollars. Et on voit que sur l'année, c'est moins 91%. Donc il y a un an, on était vraiment sur des valeurs beaucoup plus hautes. Mais on verra qu'il allait bien plus haut encore quand on fera l'analyse technique à la fin de la vidéo. On va commencer par l'analyse fondamentale. On est parti. Donc qu'est-ce que c'est une phrase flow? C'est un protocole, et c'est même le protocole à l'origine des NFT. C'est-à-dire que c'est sur ce projet-là que sont nés les premiers NFT. Ils s'appelaient les CryptoKitties. Donc globalement, ils ont commencé par se développer sur Ethereum. Ils ont eu des problèmes en fait de coûts de transaction parce qu'en fait, il y avait beaucoup de transactions à faire pour pouvoir acheter et vendre les CryptoKitties et puis il y avait un jeu à côté. Donc forcément, ça attirait du monde. C'était nouveau et il y avait tout le temps besoin de faire des sauvegardes, de charger des choses. Et la blockchain Ethereum n'est pas du tout faite pour gérer beaucoup de transactions à la fois. Donc, elle a complètement saturé, les frais ont explosé en termes de prix, et ça a failli couler en fait le projet Flow. Et donc ils ont développé leur propre blockchain et pour faire spécifiquement tourner du coup des NFT et du gaming en fait. Donc ça a été vraiment les premiers dans ce domaine-là. Donc ils ont bien une layer 1 qui est dédiée à ça. Donc comme je disais, ils sont nés notamment du projet de CryptoKitties et par contre le Flow, donc le token Flow, il est arrivé qu'en 2020 parce qu'il a fallu du temps pour créer la blockchain, pour avoir le token. Tout ça est construit par l'entreprise Deeper Labs. Et il faut savoir qu'ils ont réussi à lever pas mal d'argent, parce qu'ils ont réussi, lors de l'ICO, à avoir 33 millions de dollars, donc c'est déjà vraiment pas mal. Et là, très récemment, cette année, en mai, ils ont levé 725 millions, donc c'est considérablement plus. Et on attend de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire, parce que clairement, il y a moyen de développer des choses. Au niveau de la technologie, donc la blockchain, c'est bien simple, elle est en proof of stake, donc on commence à connaître, hein. On a une validation des blocs qui contiennent les transactions par une preuve de possession. Donc le bloc est envoyé à l'ensemble du réseau. Les validateurs travaillent dessus de par le fait qu'ils aient des tokens stackés et ils valident la transaction. Ils sont rémunérés pour ça. On ira voir ça dans la partie tokenomique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de faire tourner leur projet avec ETH et avec Solana. Donc, comme les deux projets, comme c'est les deux grosses blockchains de projets NFT, c'est plutôt bien de savoir qu'ils peuvent faire les deux. Au niveau de la tokenomique, du coup, on a une supply totale de 1,374 milliard de flow, sachant qu'on a commencé un peu plus bas, on était à 1,2 milliard, et que du coup, vous comprenez, le token est inflationniste. Donc c'est pour rémunérer le stacking essentiellement, on crée plus de tokens, et pour qu'en fait, les frais ne soient pas trop élevés pour les utilisateurs. Donc c'est quand même une inflation qui est à tendance décroissante. Initialement, c'était 7%, puis c'est passé à 5%, et là, depuis cette année, c'est passé à 3%. Donc avec la supply qu'on a actuellement, ce sera 3% d'inflation tous les ans. Au niveau de la répartition du token, les investisseurs ont eu 33%, la fondation 38%, et il y a eu 29% en récompense, donc récompense c'est le stacking, hein, et en airdrop, donc c'est-à-dire que ça comporte aussi des fonds pour rémunérer le stacking. Donc une répartition équilibrée, plutôt en faveur de la fondation du projet, hein, parce que vous voyez, ils ont quand même 38%, presque 40% des tokens, donc c'est quand même pas négligeable. Au niveau de l'utilité du token, donc on est sur du classique proof of stake, les frais de transaction, les rewards de stacking, la gouvernance, donc le fait de pouvoir participer à l'orientation que prend le projet, aux décisions qui vont l'impacter. Il y a aussi une histoire de collatéral pour les stablecoins, donc ça je pense que c'est plus pour des projets à venir quand il y aura des développements, parce que ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt sur les stablecoins algorithmiques. J'en ai pas entendu parler encore, donc c'est peut-être un projet en développement. Et tout ce qui va toucher en fait aux applications, parce que quand vous avez des NFT, quand vous avez du game, vous avez aussi des apps, hein, ça veut dire vous avez la technologie pour, et donc vous pouvez avoir des petits dépôts, etc. Le token va servir à financer ces choses-là. Ce qui est intéressant au niveau du stacking, c'est qu'il y a 4 types de nœuds différents qui utilisent le stacking, et un qui n'en utilise pas, qui s'appelle Access. Je détaille pas trop, mais gros, parce que les noms sont plutôt explicites, mais vous avez les nœuds de collection, les nœuds de consensus, les nœuds d'exécution et les nœuds de vérification.
Et là où c'est important, c'est que vous voyez que déjà, pour la plupart des conditions de stacking, il faut avoir beaucoup de tokens. Donc on va avoir tendance à avoir peu de stackers, je pense, et une tendance plutôt à la délégation. C'est-à-dire vous achetez des tokens et vous les prêtez à quelqu'un pour qu'il les stack. Notamment sur le plan de l'exécution. Donc l'exécution, c'est une fois que la transaction a été lancée et qu'elle est à peu près OK, on l'exécute. Enfin, en gros, une fois qu'elle a été vérifiée, on est d'accord, on l'enclenche. Et là, vous voyez qu'il faut 1 million 25 tokens, 1 million 250 000 tokens, ce qui représente presque 900 000 dollars au cours actuel. Donc c'est hyper cher, évidemment, vous n'aurez pas des centaines de validateurs qui feront ça. Donc on peut s'attendre à un souci de centralisation. Pardon. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le projet? Bon, déjà, c'était les premiers dans le secteur des NFT, ils sont toujours là, ils sont toujours dans le top 50, donc c'est quand même notable. Ils sont bien évidemment un acteur majeur de ce domaine-là, ils sont expérimentés, donc ça c'est un point qu'on apprécie en tant qu'investisseur. Ils ont beaucoup de fonds, on a pu le voir, ils ont du cash, ils viennent d'en relever, donc ça c'est un point qui est super important. Enfin, quand je dis viennent, c'était il y a 6 mois, mais cette année ils en ont relevé. Et ils ont annoncé des partenariats cet été avec du coup Meta, hein, donc avec Instagram et Facebook, pour pouvoir vendre potentiellement des NFT. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants. On aimerait voir plus de choses, plus de nouveautés sur ce projet. Mais on suppose qu'ils utilisent le bear market pour travailler et que les informations sortiront à l'aube du prochain bull market pour plus de hype. En tout cas, c'est ce que j'espère. Qu'est-ce qu'on peut dire par contre sur les points négatifs? Mais déjà, comme je le disais, la centralisation, on a vu, hein, non seulement le stacking est difficile d'accès, donc ça coûte cher, donc forcément vous avez moins de monde qui va participer au stacking, donc ce sera moins décentralisé, mais en plus, il semblerait que la société des Pearl Labs possède une grosse partie des nœuds, de l'ordre de un tiers. Donc on a quand même un truc qui est très très centralisé, et globalement, il est connu pour être lié au GAFAM, donc on a vu le partenariat avec Meta, mais apparemment il y aura aussi des partenariats avec Amazon, et donc dans le monde crypto, c'est quand même des choses qu'on n'aime pas trop, même si dans le cadre des NFT, ça peut avoir de la pertinence à mon avis. On va maintenant aller voir le graphique pour voir si il peut y avoir des choses intéressantes à faire en termes d'achat. Et donc vous voyez que là on a un graphique qui commence pas tout à fait à 2020 parce que sur TradingView j'ai pas trouvé de courbe qui commence là, donc on est juste en pré-bull run. En fait on a directement le bull run de 2021, le premier, donc celui du printemps. On voit que la TH a été touchée ici, vers les 43, qu'on est redescendu très bas et qu'on est remonté, mais moins haut. Donc en fait, depuis la TH d'avril, on est en tendance baissière sur ce token-là. On n'a pas eu une deuxième hausse plus forte que la première. C'est déjà un premier point qui est important, mais c'est peut-être parce qu'ils ont émis beaucoup de tokens là, j'ai pas forcément l'information exacte. En tout cas, graphiquement, j'observe qu'on est en baisse, et donc ça nous donne une tendance forte qui n'a pas du tout été contrée jusque maintenant. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il va pas continuer à descendre. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que moi, je l'attends plus bas. Donc je sais, c'est ce que je dis pour beaucoup de tokens, mais en même temps, il n'y a pas de raison de penser qu'il va spécialement remonter tout de suite. Donc, ce qui est moins appréciable, c'est qu'on est sur des plus bas historiques, et donc on ne peut pas comparer avec des valeurs antérieures. On ne peut pas vraiment tracer de résistance ou de support. On voit juste que depuis ce premier plus bas là de juin, on a fait une belle remontée, on a fait un x2, et on a recassé puis redescendu depuis FTX. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait on ne sait pas trop, donc à titre personnel j'attends. On va regarder quelques indicateurs pour se donner des idées. Donc là on est en weekly, on voit qu'on a touché gentiment les RSI30 la semaine dernière, on était vraiment dessus. On peut attendre d'aller un peu en dessous à mon avis, c'est une première chose, hein. Donc tant qu'on ne va pas plus bas, je pense qu'il n'y a pas lieu de se presser dessus. On va maintenant regarder peut-être les volumes, voir quel est l'intérêt. Et comme je le disais, ils sont plutôt faibles, hein. Là, sur ces dernières semaines, c'est vraiment en baisse. Vraiment en baisse. Et en plus, plutôt à la vente. Donc, peu d'intérêt finalement sur le token. Donc, on peut attendre aussi. Et enfin, on va regarder les moyennes mobiles. J'enlève les volumes. Donc, peut-être plus en daily qu'en weekly, parce que le weekly n'est pas forcément pertinent dans ce cas-là. Hop, merci bien. Et on voit que la moyenne à 200 jours, elle est à 2,32. Donc elle est loin. Concrètement, les trois indicateurs qu'on vient regarder nous montrent qu'on peut attendre des zones plus basses pour commencer à s'intéresser au token.
Donc c'est personnellement ce que je vais faire, je vais attendre. Mais je surveille parce que c'est quand même intéressant et j'en avais pas trop entendu parler jusque-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le token Flow. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.